Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de suivre ce 20h à la une de l'actualité. Première sortie de l'archevêque de Dakar, Monseigneur André Gueye, magnifie l'élection du nouveau souverain pontife et son engagement pour une paix sociale à travers le monde. Dakar abrite la 5e assemblée générale des conférences épiscopales. Un ressortissant français et un Sénégalais, c'est le bilan annoncé par les sapeurs-pompiers au lendemain du drame de Ngor. Le maire de la localité indexe le fait de travaux contigus à l'immeuble qui s'est effondré hier jeudi. Dialogue national, l'APR ne sera pas de la partie. Les dirigeants ont tiré à boulet rouge sur l'État pour dénoncer un simulacre sur les redditions des comptes. Cela au moment où le facilitateur du prochain dialogue promet de mener à bien les missions. Dr Cheikh Gueye espère la participation de toutes les forces vives de la nation sénégalaise pour une refondation de la démocratie. Et puis Diender sous haute tension. En vue de la mise sur pied du conseil d'administration des coopératives agricoles, des agriculteurs dénoncent la zizanie semée. Voilà pour les titres. Le développement, c'est dans un instant. Première sortie de l'archevêque de Dakar suite à l'élection du pape. L'élection, Monseigneur André Gueye s'est réjoui de la diligence de l'élection. Il nourrit l'espérance que Léon XIV fera de son pontificat une opportunité d'engagement pour l'instauration de la paix et de la justice sociale dans le monde. Les propos de l'archevêque de Dakar sont recueillis par Daniel Diouf Amadouba. Laissez-moi d'abord remercier tous mes amis musulmans qui m'ont envoyé des messages de félicitations, de communion, dans la joie de l'Église d'avoir un nouveau pape. Ma première impression après ce qui s'est passé après l'élection du pape, c'est l'admiration devant l'œuvre de Dieu. Parce que nous croyons que c'est l'Esprit Saint qui a éclairé les cardinaux qui ont assez vite trouvé un consensus autour d'une personne qui a surpris pas mal de pronostics, le pape Léon XIV, pour conduire les destinées de l'Église. C'est une surprise, une bonne surprise de l'œuvre de l'Esprit Saint. Et ensuite, je suis animé par un sentiment d'action de grâce pour dire merci à Dieu qui, par l'Esprit, continue à guider l'Église sur le chemin de ce monde, malgré les difficultés, malgré toutes les problématiques qui s'offrent, que traverse l'Église actuellement. Bien sûr, comme tous les croyants catholiques, je suis mu aussi par l'espérance que l'avènement du pape Léon XIV apporte un souffle nouveau après le beau travail effectué par le pape François, dont nous connaissons l'ardeur, l'amour des personnes marginalisées, l'amour de la justice et de la paix, et ensuite la passion pour l'environnement. Monseigneur André Gueye qui s'exprimait en marge de l'Assemblée générale, la 5e des travaux de ces conférences épiscopales d'Afrique de l'Ouest qui se déroulent à Dakar. Au lendemain de son accession au trône de pierre, le nouveau pape a présidé ce vendredi 9 sa première messe avec les cardinaux en tant que 267e pontife. Dans son homélie prononcée dans la chapelle Sixtine, il a attiré l'attention sur les nombreux contextes où la foi chrétienne est considérée comme absurde, où l'on préfère le pouvoir, l'argent et le plaisir. Dans ces milieux où il n'est pas facile de témoigner et d'annoncer l'évangile, la mission est urgente, a-t-il souligné. C'est un récit de notre correspondant Augustin Faye. Ce vendredi 9 mai 2025, le pape Léon XIV a célébré sa première messe en tant que souverain pontife dans la chapelle Sixtine, marquant ainsi le début officiel de son pontificat. Cette célébration empreinte de solennité s'est déroulée dans un lieu hautement symbolique, puisque c'est dans cette même chapelle que les cardinaux l'ont élu hier.
Né à Chicago, Robert Francis de Prévost est devenu le 267e pape de l'Église catholique, succédant à François décédé le 21 avril 2025. Son élection, intervenue lors de la 4e session du conclave, fait de lui le premier Américain à accéder au trône de Saint-Pierre. Lors de son homélie prononcée principalement en italien, Léon XIV a exprimé sa préoccupation face à la perte de foi dans la société contemporaine, où la foi chrétienne est parfois perçue comme absurde ou réservée aux faibles. Il a appelé à une redécouverte de la foi face aux défis modernes tels que la crise familiale et le matérialisme. Le pape a également manifesté son engagement envers le dialogue et la paix dans la continuité de son prédécesseur. Il a annoncé qu'il réciterait la prière du Regina Coeli depuis le balcon de Saint-Pierre le dimanche prochain et qu'il rencontrerait les journalistes le lundi. Léon XIV a choisi ce nom en référence à la doctrine sociale de l'Église, notamment l'encyclique Rerum Novarum de Léon XIII, soulignant l'importance du travail humain à l'ère de l'intelligence artificielle. Son pontificat débute dans le contexte du jubilé de 2025 proclamé par François, qui se poursuivra jusqu'au 6 janvier 2026. La messe d'inauguration officielle de son pontificat est prévue pour le dimanche 18 mai sur la place Saint-Pierre. Nous vous le disions en titre, 2 morts et 1 blessé. C'est le bilan de l'effondrement de l'immeuble Angor. Il s'agit d'un ressortissant français et d'un Sénégalais. Les sapeurs-pompiers, grâce à un matériel de dernière génération, ont pu intervenir. Une intervention donc périlleuse. C'est un compte-rendu signé Pafaraning et Baignas. Une opération périlleuse qui a duré toute une journée avant d'extirper 3 victimes, dont 2 corps sans vie. Les sapeurs-pompiers ont réalisé une intervention rapide et efficace pour limiter les dégâts. Au cours de l'exploitation des renseignements venant de cette victime qui était consciente, donc il nous a fait savoir que effectivement d'autres personnes se seraient trouvées à l'intérieur de cet bâtiment, ce qui naturellement a quand même été le prétexte pour nous pour pouvoir continuer les recherches. Et donc ainsi on a continué ces recherches et à 20h03, donc nous avons quand même découvert 2 corps sans vie, donc qui correspondaient parfaitement avec les renseignements préalablement donnés par la première victime. C'est qu'on n'a que des noms pour le moment. Okay? L'identification va se poursuivre. Tout ce qu'on sait, c'est que le premier corps qu'on a retrouvé, il s'agit d'un ressortissant, je pense, français, du nom de Malik Senoussi, donc sans autre précision. Et le second, c'est un Sénégalais, je pense, qui était le chauffeur, donc du nom de Modouba. Voilà, ses parents sont là, donc c'est tout ce que je peux dire par rapport en tout cas à ces 2 victimes. Grâce à des équipements sophistiqués, l'intervention a été bien orchestrée avec l'aide de la gendarmerie et d'autres services de l'État. Nous avons tout de suite mobilisé un volume important de moyens, composé quand même de moyens de sauvetage d'éblaiement, ce qu'on appelle chez nous, donc c'est les spécialistes en bâtiment, en risque bâtimentaire, mais également des moyens d'incendie et des moyens de secours à victimes. Mais également, on a ajouté à cela des caméras thermiques. Également, on a ajouté à cela des moyens qui nous permettent tout de suite de pouvoir quand même prendre en compte une intervention de cette nature. Pour la cause de l'effondrement, la gendarmerie a ouvert une enquête pour élucider ce drame. Bon, tout ce que je peux dire par rapport aux circonstances, c'est qu'une enquête a été ouverte, donc je ne peux pas m'avancer là-dessus. Donc plus rapide que l'enquête qui a été ouverte. Voilà. L'effondrement de cet immeuble de 5 étages remet sur la table la lancinante question sur la qualification de certains techniciens du bâtiment et la sincérité des permis de construire délivrés. L'effondrement de cet immeuble de 5 étages serait dû, selon le maire d'Angor, à l'exploitation du terrain contigu. En attendant la conclusion des experts, l'autorité locale salue l'intervention rapide et efficace de la gendarmerie, suivant ces propos qui sont recueillis par Pape Faranying.
Aujourd'hui, en tout cas, ce qu'on pense être quand je dis ce qu'on pense, parce qu'on attend les conclusions des spécialistes, c'est l'excavation d'un terrain contribue au bâtiment qui finalement s'est effondré, causant malheureusement également la perte de vies humaines hier sur la route principale menant vers l'aéroport. Oui, les sapeurs-pompiers sont venus très tôt et c'est l'occasion de remercier les FDS, les sapeurs-pompiers, également la gendarmerie nationale et tous les corps qui, en tout cas constitués, qui sont venus prêter main forte et accompagner. Heureusement qu'ils sont venus tôt et ils sont déployés rapidement pour sauver la personne qui a pu l'être. Les autres, effectivement, quand on a découvert le corps, ils étaient sans vie. Donc c'est cette rapide intervention qui a permis justement de sauver et de mener des opérations. La mairie va veiller sur ce bâtiment? Oui, absolument. Ça nous interpelle tous, la mairie, les collectivités territoriales, mais également... En prélude au dialogue national prévu du 28 mai au 4 juin prochain, Dr Chergueil, le facilitateur de cette rencontre, promet de mener à bien la mission. Selon lui, toutes les forces vives de la nation devraient s'unir pour refonder la démocratie sénégalaise. Des propos tenus lors du lancement officiel de la plateforme numérique. Le voici au micro de Modou Fall. Cette mission exaltante, mais complexe, avec beaucoup d'humilité et d'ouverture. La démarche de co-construction qu'il m'a instruite commande une approche très inclusive et une auto-responsabilisation de toutes les forces vives de la communauté nationale pour des convergences fortes sur les mécanismes de refondation de notre démocratie. Nous sommes ici aujourd'hui non pas pour un simple acte technique, mais pour marquer un tournant de refondation démocratique. Le Sénégal est engagé dans un momentum rare de son histoire politique. Un dialogue politique en temps de paix, d'après les propres mots du président de la République. Un moment de respiration, d'écoute, de partage, de convergence forte et durable sur les fondements de notre démocratie et un nouvel ordre de stabilité durable. Au moment où, pour la première fois depuis longtemps, les citoyens peuvent contribuer activement à un dialogue national, sans calcul électoral immédiat. Cette plateforme que nous présentons aujourd'hui n'est pas un simple outil. C'est une promesse de transparence. Dans ce registre de dialogue national, l'APR dit ne pas être de la partie. Les dirigeants ont tiré à boulet rouge sur l'État pour dénoncer un simulacre sur la réduction des comptes. Ils font présentement face à la presse. Et dans ce registre judiciaire, nous parlons de l'affaire Lat Diop contre l'État du Sénégal. La Haute Cour de justice de la CEDEAO, par décision rendue ce vendredi 9 mai, estime que les droits de l'ancien directeur de la LONASE ont été violés par l'État qui devrait verser 4 millions de francs CFA à titre de dommages et intérêts. La révélation a été faite par Maître El Hadji Diouf, un de ses avocats. Nous poursuivons l'actualité et parlons de tout à fait autre chose à Diender, dans le département de Thiès, qui est sous haute tension. Le lancement des coopératives agricoles communautaires prévu dimanche prochain crée déjà la zizanie dans cette partie de la zone nord des Niayes. Le pire est à craindre avec la mise sur pied du conseil d'administration de la structure. Des agriculteurs ont tenu un point de presse pour dénoncer et alerter. C'est une correspondance signée Cheikh Anta Diop Seylatir. Diender a été choisi par l'État comme zone pilote pour le démarrage des coopératives agricoles communautaires, mais les procédures d'élection des membres du conseil d'administration de la dite structure divisent déjà les populations. Par rapport à l'installation du bureau de la coopérative agricole communale de Diender, on a noté plusieurs irrégularités. D'abord, on a noté un accaparement du comité ad hoc par les autorités municipales, un manque crucial de transparence, manque d'information, parce que
on n'a pas bien sensibilisé les acteurs. Une précipitation qui ne dit pas son nom. Il y a une entité qui a désigné les critères et ces éléments-là, c'est le manque d'information déjà. Sur place, la tension est vive. Éleveurs et agriculteurs alertent l'État quant aux conséquences regrettables qui pourraient advenir si aucune mesure n'est prise pour garantir des élections transparentes. Et c'est la raison pour laquelle on va bloquer ce projet et on va dire à l'État que si, par exemple, Diender représente l'échantillon au Sénégal, il faut qu'ils viennent. Parce qu'il y a les éleveurs ici, il y a les agriculteurs qui sont épris et ils ont fait 30 ans d'agriculture. Pourquoi rejeter une candidature? C'est anormal. Parce qu'ils veulent politiser ça. Cela ne passera pas. En tout état de cause, si rien n'est fait, Diender risque de vivre de violents affrontements. Toujours sur le front social, les travailleurs de Dakar Dem Dikk prévoient une manifestation pacifique devant les locaux de la Caisse de sécurité sociale le 13 mai prochain en raison de leur lutte depuis plusieurs mois pour le paiement intégral de leur prestations familiales. Ils ont tenu une conférence de presse à Thiaroye-sur-Mer avant d'exhorter le chef de l'État à remédier à ce qu'ils perçoivent comme une injustice sociale. Voici Abdoulaye Fall, un des leurs, au micro d'Abdoulaye Anne. Nous sommes ici présents pour dénoncer un fait qui vraiment touche tous les travailleurs de Dakar Dem Dikk. Comme je vous l'ai dit, les travailleurs de Dakar Dem Dikk, depuis 15 mois, ce qui constitue 4 trimestres ou 5 trimestres, n'ont pas reçu leur droit aux prestations familiales. Donc c'est un problème qui est récurrent à Dakar Dem Dikk. Des employés qui cotisent à travers la part patronale de l'employeur et qui ne parviennent pas à percevoir leur droit aux prestations familiales. Nos épouses aussi ont souvent ces problèmes-là. Si vous allez à la caisse, nos épouses ont des problèmes pour percevoir le droit aux prestations. Nous demandons au président de la République de revoir le statut de la caisse. Nous demandons au président de la République de voir qu'est-ce qui se passe à la caisse. À chaque fois, on entend des détournements et que les travailleurs qui sont ici ne parviennent pas à percevoir leur droit aux prestations familiales. Il faut savoir que l'argent qui est à la caisse, ça appartient aux travailleurs du Sénégal. Après la revue à la hausse des salaires des travailleurs du secteur agro-industriel par l'État, le syndicat approuve et invite l'État à revoir la convention agricole. Voici Mamadou Diallo, il est le secrétaire général du syndicat affilié à la CNTS au sortir de leur congrès tenu à Saint-Louis où il a été reconduit pour 4 ans. C'est une correspondance signée Ousseynou Diop Abibsek. Fait un cri de cœur par rapport à la situation de l'agriculture. On avait dit que le seul secteur qui n'a pas de convention concerne le secteur de l'agroalimentaire. Mais c'est comme si ce cri de cœur a été entendu par nos autorités. Parce que quoi qu'on puisse dire, après avoir fait cette sortie, on a vu vraiment que l'autorité étatique, à travers le Haut Conseil des dialogues sociaux, ont mis en place un comité. Je pense que c'est l'occasion de les remercier et de leur dire que la mise en place de cette convention qui est déjà qu'on a déjà entamée, dont moi j'en fais partie. Je pense que les syndicalistes, les doléances, il y en a toujours. Mais donc la première doléance, c'est d'avoir une convention agricole. Bon, pour dire la vérité, actuellement l'État est en cours de le réaliser. Donc ce que nous demandons et ce que nous souhaitons, que cela se réalise dans les meilleurs. Projet de réforme du Code du travail et de la sécurité sociale après 4 ans de travaux en partenariat avec la coopération allemande. La cérémonie de clôture a été présidée par le ministre du Travail, Abbas Sall. C'est un compte rendu signé d'Issaprera Diafaraba. Le pacte a été signé par plus d'une vingtaine de centrales syndicales devant tous les Sénégalais. Vous m'apprenez effectivement qu'il y a des syndicats sectoriels qui veulent s'en démarquer. Je ne suis pas au courant. J'attends d'être informé de façon officielle. Mais le plus important, c'est que ce pacte a été signé devant tous les Sénégalais avec une vingtaine de syndicats. Le projet a duré 4 ans. Il avait pour objectif de réformer le Code du travail et celui de la sécurité sociale. À terme, c'est un projet déjà ficelé et techniquement validé.
Et de façon concrète, il y a eu beaucoup d'avancées. Je pourrais aussi citer d'autres progrès achevés ensemble. Par exemple, l'institution de la mutuelle sociale nationale des artisans du Sénégal. Le projet a aussi réussi à mener plusieurs formations pour plusieurs administrations, les inspections du travail, par exemple, les tribunaux du travail qui ont bénéficié de ces formations. Et ces formations étaient menées vraiment pour améliorer et pour assurer des services de qualité. Pour le ministère du Travail, il était important de procéder au renouvellement du Code du travail et celui de la sécurité sociale. Ce dont disposait le Sénégal était devenu obsolète. Un nouveau code qui va prendre en compte toutes les préoccupations des travailleurs, aussi bien du formel que de l'informel. Qui du reste va beaucoup aider, comme nous l'avons dit tout à l'heure, à mieux protéger de façon générale le monde du travail, employeurs et employés. Donc le code date d'un peu après les indépendances, en 1997, 30 ans presque. Je crois qu'avec ces nouvelles dynamiques, il faut nécessairement que le code, que ces codes évoluent. Et cela est au cœur des préoccupations du gouvernement. Un travail avait été fait. Nous sommes à la dernière lecture de ces codes-là et qui, nous l'espérons bientôt, seront déposés sur la table de l'Assemblée nationale après effectivement validation au niveau du Conseil des ministres. Aujourd'hui, toutes ces réformes sont en phase de finalisation. Une fois les derniers éléments définis, ils seront déposés à l'Assemblée nationale qui aura le dernier mot. Le ministre du Travail ne serait pas au courant du refus de certains syndicats de s'engager dans le pacte de stabilité sociale, un document signé par les centrales syndicales. Au demeurant, Abass Fall assure que tous les engagements seront respectés conformément aux injonctions du chef de l'État. Le voici au micro de Dissa Prera Diafaraba. Par plus d'une vingtaine de centrales syndicales devant tous les Sénégalais. Vous m'apprenez effectivement qu'il y a des syndicats sectoriels qui veulent s'en démarquer. Je ne suis pas au courant. J'attends d'être informé de façon officielle. Mais le plus important, c'est que ce pacte a été signé devant tous les Sénégalais avec une vingtaine de syndicats. Le président de la République a donné devant tous les Sénégalais des instructions fermes pour que certains engagements soient mis en œuvre sans délai. Il a été très clair, il a dit sans délai. Le directeur général du travail et de la sécurité sociale a travaillé avant-hier avec l'ensemble des syndicats pour réfléchir sur les termes de référence du prochain séminaire qui va nous regrouper d'ici 2 semaines pour nous permettre d'aller rapidement vers la mise en œuvre de certains engagements qui ont été pris dans le cadre de ce pacte. Il y a déjà, je peux parler du décret concernant les enseignants décisionnaires, qui a été une revendication d'une dizaine d'années et qui est une très grande avancée sur le plan syndical. Il y a d'autres décrets qui concernent l'administration du travail. Il y a énormément de choses que nous allons mettre en œuvre. Nous avons été très clairs avec tous les Sénégalais et les syndicats. Nous ne prendrons pas d'engagement que nous ne pourrons pas respecter. Tous les engagements qui ont été pris seront respectés. Et ça, ce sont des instructions fermes du président de la République. Et nous allons nous y mettre. Et puis nous parlons de tout à fait autre chose avec cette vague de poussière qui sévit dans le nord-est du Sénégal. Beaucoup de problèmes respiratoires sont enregistrés dans le district sanitaire de Dara. Les autorités sanitaires sonnent l'alerte à Linguère. C'est une correspondance signée Moustapha Ndiaye Sidicham. Depuis 2 jours, une vague de poussière affecte le Sénégal, rendant l'air irrespirable et limitant même les déplacements. Le département de Linguère a subi les affres de cette tempête de poussière. La cause principale était double. Donc la première concernait à un soulèvement, à l'occurrence de vent fort sur le désert, qui par conséquent
à soulever les particules de poussière et qui ont été transportées par la suite sur le pays. Donc la deuxième, comme je disais tantôt, était un vent fort sur le continent, surtout sur l'axe Podor, Saint-Louis, Linguère, Louga, allant jusqu'à Diourbel et Thiès. Donc, ce qui fait que nous avons eu beaucoup d'occurrences de poussière. Au district sanitaire de Dara Djolof, plusieurs patients souffrant de maladies respiratoires ont été consultés. L'un d'entre eux était dans un état critique. Les autorités sanitaires tirent la sonnette d'alarme. Et vous savez, la poussière, ce sont des particules fines qui peuvent profondément atteindre les poumons et augmenter les crises d'asthme, augmenter les infections respiratoires, augmenter en tout cas tout ce qui est en rapport avec les urgences pulmonaires. D'ailleurs, on a presque enregistré une dizaine d'urgences pulmonaires, dont un qui était en état très grave. Donc pour vous dire comment, en tout cas, ce vent de poussière est en train de faire, en tout cas, n'est pas négligeable au niveau du district. Docteur Abdoundiaï recommande aux populations, surtout les personnes vulnérables, d'être sur le qui-vive. En tout cas, c'est le port de masque qui est obligatoire à ce moment-là, et surtout d'éviter de s'exposer trop en dehors. Donc je pense que ça aussi c'est important, si possible, de ne pas trop s'exposer, mais aussi le port de lunettes. Le port de lunettes, ça aussi c'est véritablement recommandé sur le plan individuel pour éviter en tout cas les allergies oculaires et autres. En plus de cela, il y a aussi des recommandations collectives. Au niveau des écoles, on doit même donner des masques. Cette pollution atmosphérique a entraîné une qualité de l'air dégradée. Une situation qui a ralenti les activités économiques dans la zone sylvo-pastorale. Nous ouvrons une fenêtre sur l'économie à présent face au blanchiment d'argent. La BCEAO assainit le secteur de FinTech au Sénégal sur les 100 qui s'activent dans le transfert d'argent. Seuls 2 ont obtenu leur agrément. C'est une correspondance ou un reportage signé Fatou Bintou Conté Mohamed Jean. Le grand ménage de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCEAO, a commencé avec les fintech. Pour mieux sécuriser les opérations et faire face au blanchiment d'argent, un agrément de la Banque centrale a été proposé à ces établissements de paiement depuis 15 mois. La protection des déposants est un des objectifs clés d'une réglementation qui offre des services financiers. Protéger les déposants, protéger les avoirs des déposants, surtout cette catégorie de déposants qui a des actifs à travers la monnaie électronique. C'est la monnaie que nous avons dans notre portable. Cette monnaie qui a permis aujourd'hui une inclusion financière très large à de nombreuses personnes qui n'avaient pas accès à des services bancaires, à des services de microfinance. Le deuxième objectif visé est bien entendu cette couverture du risque contre le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme et la propagation des armes de destruction massive. Pour obtenir cet agrément d'ailleurs, la BCEAO leur avait donné assez de temps pour se conformer avec plusieurs reports de la Banque centrale pour aider ces fintech à être en règle. Mais jusque-là, beaucoup d'entre eux traînent. Ce délai nous paraissait suffisant puisque ces fintech qui sont sur la place ont suffisamment de maturité, suffisamment d'organisation pour très rapidement introduire les dossiers et pouvoir bénéficier de l'agrément d'exercice. Au bout de ces 6 premiers mois, nous avons constaté un nombre très faible de dossiers, extrêmement faible de dossiers. À la demande des fintech, à l'échelle de l'Union, mais fortement relayé au Sénégal, un délai supplémentaire a été accordé. Un délai supplémentaire a été accordé, cette fois-ci, jusqu'au 31 janvier 2026. Donc, le gouverneur a accordé un délai supplémentaire de 6 mois aux établissements de paiement, aux fintech, pour se mettre en conformité. Une deuxième dérogation a été accordée, cette fois-ci jusqu'au 30 avril. Et c'est ce délai qui est échu aujourd'hui. Au Sénégal, ils sont une centaine. 15 seulement ont déposé leur dossier. 2 ont pour le moment obtenu leur agrément. Vous voyez que sur 100, aujourd'hui, nous en avons à peu près une quinzaine dont le dossier est en cours d'instruction avancée. Sur ces 15, 2 ont reçu l'agrément et nous en recevons tous les jours de nouveaux dossiers. De ce fait, le directeur national de la BCEAO les exhorte à venir déposer le dossier pour pouvoir continuer leurs activités.
14 millions de francs CFA, c'est la somme qui lui a été arnaquée. Il s'agit de Mam Khady Ndoye, une gérante de tontine. Elle a porté l'affaire devant la justice, mais le voleur est introuvable jusqu'à présent. Face à cette situation, elle compte rembourser jusqu'au dernier centime l'argent des adhérents. Cependant, elle a commencé à collecter de l'argent, 6 millions de francs à son compte et grâce à la vente de ses biens, nous dit Habib Faye. Elle habite à Guinaroy Sud. Mam Khady Ndoye est une gérante de tontine. Elle s'est fait arnaquer. Une importante somme a été emportée par ce malfaiteur. Aujourd'hui, elle est obligée de rembourser tout l'argent. La tontine que je gère s'appelle Fekel Dewen. Je garde l'argent jusqu'à l'approche de la Tabaski pour ensuite le distribuer aux ayants droit. L'arnaqueur est venu dans ma boutique. Mon fils y était seul. Il lui a d'abord demandé de lui vendre 3 mètres de linceul. Ensuite, je ne sais pas comment il est parvenu à faire ça, mais il a ordonné à mon fils de lui ramener l'argent que je gardais chez moi. Et comme s'il était envoûté, mon fils a ramené tout l'argent qu'il a ensuite emporté. C'est énormément d'argent. Plus de 14 millions qui ne m'appartenaient même pas. Elle a saisi la police de la localité qui, par la suite, a ouvert une enquête. Mais jusqu'à présent, le voleur reste introuvable. Cela fait 5 ans maintenant que je gère la tontine. Il y a certaines personnes qui versent chaque année une somme très importante. Ils reçoivent à la fin de la tontine plus de 2 millions. C'est normalement ce 5 mai que je devais distribuer l'argent aux adhérents et malheureusement, cet arnaqueur est venu, il a emporté tout l'argent. Maintenant, je suis obligée de rembourser. Je sais que je suis une personne très digne. Je vendrai tout ce que j'ai s'il le faut pour rembourser. Mais je leur demande de patienter un peu le temps que je réunisse la totalité de la somme. Actuellement, je n'ai que 6 millions avec moi. Elle a commencé la vente de ses biens. Ce matin, la victime d'arnaque a pu collecter 6 millions de francs CFA. J'ai saisi la justice. Elle a ouvert une enquête. On m'a entendu au commissariat de police de Guinaouraï. Ils m'ont ensuite donné une notification pour que je revienne le lendemain. Chose que j'ai fait. Maintenant, j'attends. Mam Khady a commencé aussi à distribuer les enveloppes. Cette situation semble inconfortable pour elle. Un des adhérents de la tontine est venu récupérer son dû. mais denc ay xaalis man yàlla am na ko man affaire bi damaa jële kaw sax dem caa ruus dafa métti dañ caa mënul dara nag gis nga ndogal su ñëwee kenn mënu ci dara te yàgg nga ci lii nii waaw lii kay ñun dañ lay jégal suñu mënoon dimbali sax jël dara dimbali la sax loolu moo ci waroon. Elle se dit d'arrêter tout pour recommencer à zéro. Sa boutique est fermée à cause de cet arnaqueur. Toutefois, Mam Khady croise les bras et se remet à Dieu. Avec un budget de 107 milliards de francs CFA, la phase 2 du PAVI, projet d'appui et de valorisation des initiatives entrepreneuriales des femmes et des jeunes, est lancée. Un projet qui vise une souveraineté alimentaire, industrielle et technologique. La cérémonie de lancement a été présidée par le Premier ministre Ousmane Sonko en présence de la déléguée générale de l'ADER. C'est un compte-rendu signé Ibrahima Kane et Ibrahima Faye. Avec la première phase du projet d'appui et de valorisation des initiatives entrepreneuriales des femmes et des jeunes, place au lancement du PAVI 2. Avec un budget de 107 milliards de francs CFA, le PAVI 2 vise à renforcer l'autonomisation économique des jeunes et des femmes du Sénégal. Ce geste symbolise l'importance accordée par les plus hautes autorités de l'État à la promotion d'un entrepreneuriat inclusif, moteur d'emploi, de dignité et de souveraineté économique. Femmes et jeunes porteurs de solutions, vous êtes le cœur battant de ce programme. Votre courage, votre créativité, votre ténacité sont la plus belle réponse aux défis de notre époque. Le PAVI 2 est conçu pour être un outil à votre portée, partout où vous êtes. Il est fait pour vous, avec vous. La groupe de la Banque africaine de développement a approuvé un investissement de 48,8 millions d'euros en 2019
pour la phase 1 de ce projet. Je tiens à saluer nos partenaires stratégiques, l'Agence française de développement AFD, pour leur cofinancement qui se traduit par un investissement de 25 millions d'euros. Madame l'ambassadrice, merci beaucoup. La phase 2 du PAVI repose sur 3 axes majeurs, la souveraineté alimentaire, la souveraineté industrielle, mais également la souveraineté technologique. Un projet qui s'inscrit dans l'agenda national de transformation Sénégal 2050, selon le Premier ministre qui a officiellement lancé la phase 2 du projet. La territorialisation du PAVI 1, impulsée par Madame la déléguée générale, Madame Aïda Mbodj, avec l'implantation d'antennes décentralisées dans les 46 départements du Sénégal, constitue une avancée majeure dans l'approche. Permettez-moi, Madame la déléguée générale, de vous adresser, au nom du Président de la République et à mon nom, mes vives félicitations pour cette initiative. C'est cette approche différenciée qui garantit un suivi rapproché, un accompagnement sur mesure adapté aux réalités locales, un suivi rapproché pour une meilleure efficacité des interventions, une inclusion économique renforcée afin qu'aucun talent ne soit laissé pour compte. Le PAVI 2 s'inscrit résolument dans l'agenda national de transformation Sénégal 2050, dont il constitue un des leviers opérationnels avec une enveloppe de 107 milliards. 3 axes stratégiques structureront cette nouvelle phase. La souveraineté alimentaire, soutien accru à l'agriculture et à la transformation locale. La souveraineté industrielle, avec la valorisation de nos matières premières sur place pour réduire notre dépendance aux importations. La souveraineté technologique, par la promotion de l'innovation et l'accélération du développement de nos start-up. Rappelons que la phase 1 du PAVI, lancée en 2022, a permis de financer près de 25 000 initiatives entrepreneuriales pour un coût global de 66 milliards de francs CFA. Cap sur une localité célèbre à cause de son nom assimilé à la prison, Nungussine vit le calvaire. Ce village situé dans le département de Koumpentoum manque d'eau, d'électricité et de routes praticables, entre autres désagréments. C'est un reportage signé Mamadou Diouf. Célèbre à cause de son nom qui est souvent assimilé à la prison, Nungussine est un village qui se trouve dans le département de Koumpentoum, dans la région de Tambacounda. Les habitants de cette localité vivent un grand calvaire à cause du manque d'eau, d'électricité et des routes praticables. Et derrière moi, vous avez des bidons sur une charrette. Donc cela veut dire qu'il y a un manque crucial d'eau dans le village. Actuellement, pour avoir de l'eau, c'est tout un problème. Le forage est tombé en panne depuis presque plus de 2 ans maintenant. Il n'y a que 2000 forages qui alimentent le village, dans lesquels il y a presque plus de 1000 âmes, je peux dire. Il y a des animaux également, comme les chevaux, les vaches et tout. Donc c'est un problème. Il y a un problème d'accès, c'est-à-dire le déplacement. Pour venir à Nungussine, c'est tout un problème. Du côté de l'éducation également, il y a un problème. Toujours les abris persistent. Il y a toujours un abri ou bien 2 abris provisoires au niveau de l'école. Le problème de l'électricité aussi, il n'y a qu'un seul bâtiment solaire qui alimente tous les villages. Donc pour charger son téléphone, il faut se déplacer, aller jusqu'au bâtiment solaire. Pour avoir de la glace, pendant le ramadan, il faut 300 ou bien 400 francs un sachet de glace. Donc c'est un peu compliqué. Face à ces difficultés, les populations interpellent l'État pour l'amélioration de leurs conditions de vie. Nous lançons un appel solennel aux autorités. Pourquoi pas nous aider à clôturer notre école, mais également nous doter des salles de construction. Même l'école avait de l'eau, un point d'eau, mais depuis presque 1 an ou plus maintenant, le mini-forage est tombé en panne. Et là aussi, avec le nouveau régime, là, peut-être le problème sera peut-être réglé. Avec l'arrivée du Premier ministre à Koumpentoum, il avait annoncé comme quoi que le problème du forage sera bientôt réglé. La route de Koumpentoum jusqu'à Maka, on a l'habitude d'entendre les députés en parler. Mais jusqu'à présent, le problème n'est pas réglé. Donc, ce sont des choses qui doivent vraiment être réglées. Mais aussi, le problème de la civile, comme je l'avais dit, les autorités doivent nous aider, surtout les maires doivent nous aider à
à nous mettre sur pied un centre secondaire d'état civil pour au moins alléger le problème d'état civil à la population. C'est des problèmes qui peuvent être résolus par les autorités. Créé il y a plus de 400 ans par le célèbre roi Mansa Kimintan Kamara, Nungu Sine fut la deuxième capitale du royaume du Niani après Niambour. Une terre qui regorge beaucoup d'histoire. Merci à vous, Mamadou Diouf. Et puis en sport, Afrobasket 2025, le Sénégal connaît ses adversaires de poule. Il est dans le groupe D en compagnie de l'Égypte, du Mali et de l'Angola. Une poule abordable pour les Lions. L'Afrobasket masculin 2025 aura lieu du 12 au 24 août prochain en Angola. Voilà donc cet élément qui met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi avec la réalisation de Ibrahima Khan. À la régie, c'était Pierre Da Silva, Abdourahmane et Fatima. Excellente suite des programmes sur la télévision Leader. Au revoir.